Bien, monsieur le commissaire, mes chers collègues, nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui, monsieur le commissaire, au Sénat, pour une audition commune devant notre commission des affaires européennes et la commission des affaires sociales, qui est présidée par mon ami Philippe Mouillet, que je salue bien sûr. Notre commission avait déjà pu échanger avec vous en mai 2021, voilà la date qu'on cherchait tout à l'heure, mais en visioconférence en raison des restrictions que nous imposait la crise et la pandémie liée à Covid-19. Nous sommes donc heureux de poursuivre ce dialogue dans l'enceinte du Sénat sur les enjeux de l'Europe sociale que suit de très près notre commission. Nous sommes au lendemain du sommet social de Val-Duchesse qui s'est tenu il y a une semaine, 40 ans, après celui organisé en janvier 1985 à l'initiative de Jacques Delors, dont je salue à nouveau la mémoire, et qui avait donné naissance au dialogue social européen. L'Europe sociale reste un défi d'actualité. En effet, les crises successives qu'a traversées l'Europe ont conduit à accentuer les écarts et les inégalités sociales à l'intérieur et entre les États membres. La fragmentation du marché du travail, qui participe au phénomène de dumping social, ainsi que le taux de pauvreté dans l'Union européenne se sont aggravés. En 2022, plus de 95 millions d'Européens vivent sous le seuil de pauvreté. La construction d'une Europe sociale représente ainsi un enjeu majeur pour élever les standards sociaux dans tous les pays membres de l'Union européenne et contribuer à renforcer la solidarité entre les peuples européens. Notre commission des affaires européennes s'est intéressée aux différentes facettes de ce défi ces derniers mois. Elle a appelé à un plan d'action ambitieux pour donner corps au socle européen des droits sociaux. Et elle a notamment marqué son soutien à la proposition de directive sur les salaires minimaux. Pourriez-vous, monsieur le commissaire, dresser le bilan de la Commission européenne à l'approche de sa fin de mandat concernant la mise en œuvre de ce plan d'action? S'agissant de la directive sur les salaires minimaux, où en est-on de la transposition de ce texte dans les États membres? Je souhaiterais également revenir sur le sommet de Val-Duchesse évoqué précédemment, dont il a été fait très peu de communication, alors qu'il avait pour objectif la relance du dialogue social en Europe. Qu'en est-il? Pourriez-vous nous en dire plus sur les principales conclusions de ce sommet et leur mise en œuvre concrète, notamment pour remédier aux pénuries de main-d'œuvre dont souffrent 2/3 des pays membres de l'Union européenne et des PME forcément? Nous sommes également désireux de vous entendre sur un autre sujet majeur sur lequel notre commission des affaires européennes a travaillé dans le détail. La proposition de directive sur les travailleurs de plateforme, publiée en décembre 2021 par la Commission. À l'initiative de notre commission, le Sénat a adopté le 14 novembre 2022 une résolution pour soutenir la nécessité d'un cadre juridique régulant le développement des plateformes et encadrant les conditions de travail de ces travailleurs, dont le nombre devrait s'élever à 43 millions en 2025. Ce texte fait, depuis plusieurs mois, l'objet de négociations difficiles, notamment au sujet de mécanismes de présomption légale de salariat qui cristallisent toutes les oppositions. D'après nos informations, le dernier texte, négocié avec le Parlement il y a quelques jours seulement, opérerait un changement total d'approche concernant la présomption légale de salariat. Il confierait au niveau national la mise en place des mécanismes de présomption légale sur la base des principes généraux européens et d'exigences minimales, en abandonnant ainsi le système des critères harmonisés qui figurait au cœur de la proposition de directive de la Commission. Pourriez-vous nous le confirmer, monsieur le commissaire? Ne faut-il pas craindre des divergences entre les mécanismes mis en place par les États membres, ce qui inciterait les plateformes à rechercher des législations les plus favorables? Je souhaiterais enfin dire un dernier mot sur un texte important, également en cours de négociation. Il s'agit de la révision des règlements sur la coordination des régimes de sécurité sociale. Ce texte, proposé en 2016, n'a toujours pas pu aboutir. Il semblerait que la présidence belge soit sur le point d'abandonner l'affaire alors que ce texte porte l'ambition essentielle de lutter contre le dumping social au sein de l'Union européenne. Monsieur le commissaire, quelle est la position de la Commission sur ce texte? Son adoption avant la fin de la mandature est-elle encore possible? Ces deux derniers textes que je viens de citer font l'objet de négociations ardues qui illustrent les lignes de fracture existant entre les États membres, reflet de la diversité des modèles sociaux. Monsieur le commissaire, comment surmonter ces lignes de fracture
qui sont finalement autant de freins au renforcement de l'Europe sociale. Peut-on être optimiste sur la poursuite de la convergence sociale au sein de notre Union européenne à la veille d'un éventuel élargissement qui verrait l'entrée d'un certain nombre d'États aux standards économiques et sociaux encore plus éloignés? Avant de vous entendre, Monsieur le Commissaire, je vais laisser la parole à mon collègue Philippe Mouillet, qui est président de la Commission des affaires sociales et qui va vous faire part de ces sujets d'intérêt. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, mes chers collègues. À mon tour, je vous souhaite la bienvenue au Sénat, Monsieur le Commissaire, et vous remercie d'avoir accepté notre invitation. La Commission des affaires sociales est particulièrement attentive aux politiques sociales européennes et à la construction progressive d'un droit social européen, qui font que les interactions entre notre droit national et le droit de l'Union sont de plus en plus fortes, notamment en matière de travail et de santé. Notre Commission a eu par exemple à examiner la loi du 9 mars 2023 portant adaptation au droit de l'Union européenne, qui a permis notamment de transposer en droit français la directive relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Je partage également pleinement les observations et les questions du président Rapin. Nous serons heureux d'entendre vos réponses et les orientations de la Commission sur les questions des travailleurs de plateforme qui a beaucoup occupé le Parlement français récemment. Et je sais d'ailleurs, je crois que c'est ce soir, enfin vous rentrez ce soir pour traiter justement de ce sujet difficile. J'aimerais également avoir votre sentiment sur les enjeux de coordination de régime de sécurité sociale, qui est aussi un point important pour notre Commission. En complément, je souhaiterais vous interroger sur les politiques d'insertion. Le Parlement français a récemment adopté une loi pour le plein emploi qui vise à renforcer significativement l'accompagnement des demandeurs d'emploi afin de réduire le chômage. Les structures d'insertion et les collectivités territoriales bénéficient largement de fonds européens pour financer sur nos territoires les politiques d'insertion des personnes en difficulté sociale afin de les accompagner vers l'emploi. Pourriez-vous nous faire un état de l'application du Fonds social européen Plus, qui est doté, je crois, de 99,3 milliards d'euros sur la période 2021-2027 et en précisant notamment les principales politiques financées et la répartition des fonds entre les États membres. Et les sénateurs qui représentent les collectivités ici présents seront forcément très à l'écoute de ces informations. Les démarches pour bénéficier de ces fonds sont parfois lourdes pour les collectivités et les conditions assez exigeantes. Des travaux sont-ils envisagés pour faciliter l'accès à ces fonds? Monsieur le Commissaire, nous vous remercions vivement pour votre présence et maintenant, je crois que, sous couvert du président Rapin, nous vous cédons la parole. Voilà. Et je pense qu'ensuite, certains de nos collègues auront peut-être des questions complémentaires, mais déjà, le sujet est déjà important à travers l'intervention des deux présidents. Merci. Voilà, merci. Merci, messieurs les présidents, chers membres du Sénat. D'abord, je dois vous faire part un peu de mon émotion d'être devant vous aujourd'hui. C'est pour moi un très grand honneur, mais c'est aussi un très grand plaisir d'être auditionné par le Sénat français. Et c'est d'ailleurs tout à fait dans la logique de la Commission de travailler non seulement avec les gouvernements, mais d'être aussi à l'écoute des parlements nationaux. Je crois que notamment dans un domaine comme le domaine social, il est clair que beaucoup de compétences restent auprès des États membres, sont des compétences nationales, et donc il est absolument indispensable, je dirais même, d'être en contact et d'écouter, de dialoguer avec les parlements nationaux. Bien, je vais tout de suite entrer dans les questions que vous m'avez soumises. Simplement pour vous situer le travail, dans quel esprit cette commission a travaillé sur les dossiers sociaux. Dès le départ, nous avons eu un héritage. Et l'héritage, c'est ce socle des droits sociaux qui a été adopté à Göteborg en 2017 et qui contient, d'une certaine manière, à travers les 20 principes, les grands sujets de politique sociale qui, effectivement,
sont à l'ordre du jour à la fois au niveau européen, mais aussi au niveau des États membres. Ça va de l'égalité homme-femme, c'est le droit à la formation, mais c'est aussi le droit à des services publics, c'est le droit à des négociations collectives, le salaire minimum, etc. Donc ce sont 20 principes qui sont contenus dans le socle des droits sociaux. Et cette commission a voulu transformer les principes en actions concrètes, en politique concrète. Et c'était d'ailleurs l'engagement qui a été pris par la présidente de la commission lors de son élection effectivement de faire avancer l'Europe sociale, de renforcer ce qu'on dit la dimension sociale de l'Union. Et donc on a travaillé sur un plan d'action qui a été d'une certaine manière entériné lors du sommet social de Porto lors de la présidence portugaise. Et ce plan d'action contient d'ailleurs toutes les différentes mesures que vous avez énumérées et sur lesquelles je vais un peu m'étendre. Alors, commençons peut-être par la directive sur les salaires minimums, parce que c'est un peu la directive phare, n'est-ce pas, qui marque ce mandat en matière sociale. Ce n'est pas la seule, mais c'est une directive d'ailleurs qui, je dois dire, n'était pas évidente, hein, parce que parler de salaire à l'échelle européenne et de salaire minimum, c'était pas chose très facile, parce que les traités ne nous donnent d'ailleurs pas une marge trop importante sur les salaires, et donc il fallait voir aussi comment rester dans les clous des articles du traité. Sur la subsidiarité. Oui, c'est ça. Vous l'avez dit, le mot. Donc de veiller à la subsidiarité et en même temps, effectivement, travailler sur ce qu'on appelle la convergence économique et sociale. Parce que nous vivons dans une union qui est quand même très diverse, et très diverse aussi sur le plan du développement social. Et vous avez mentionné d'ailleurs l'aspect de dumping social qui a été un grand sujet, qui reste d'ailleurs encore parfois un sujet, notamment quand on discute de détachement, on met en avant cette question du dumping social. Et donc, cette directive sur les salaires minimums a été inspirée par le fait que, effectivement, on construit un marché intérieur, on n'est pas pour tous les États membres, mais pour quand même une large majorité d'États membres dans une union économique et surtout monétaire, on partage la même monnaie, et quand on regarde l'évolution des salaires, eh bien, il y a des écarts, si on se réfère uniquement au salaire minimum, de 1 à peu près à 7. Donc, le salaire minimum le plus bas, qui est, je crois, la Bulgarie, au plus élevé, qui est celui d'un pays que je connais assez bien et qui porte le nom de ce merveilleux palais. Donc, il est clair qu'une Europe qui doit converger 1 à 7, c'est énorme. Il est clair aussi, comme certains parfois l'ont demandé, il faut introduire un salaire minimum européen. Bien, impossible, quand vous avez une telle divergence d'1 à 7, de dire il y a un salaire minimum européen. Ce n'est pas possible, puisque d'abord on n'aurait pas eu le droit, en vertu du principe de subsidiarité et du texte du traité, mais aussi où est-ce qu'on aurait situé le salaire minimum européen. Donc on a choisi une méthode qui veut dire il faut que dans chaque pays, dans chaque État membre, les gouvernements, avec les partenaires sociaux d'ailleurs, donc l'idée de dialogue social est inhérente à cette directive, il faut essayer d'obtenir, de fixer des salaires qui permettent une vie décente. Bon, ça c'est très gentil et très généreux. Qu'est-ce que c'est qu'une vie décente? Bon, on a introduit indirectement des critères, qui sont des critères d'ailleurs acceptés internationalement, qui sont 60% du salaire médian, parce que c'est là où on situe le niveau de pauvreté aussi, ou 50% du salaire moyen. Donc voilà je dirais
les éléments qui doivent inspirer les États membres quand il s'agit de fixer le salaire minimum. Bon, il s'y ajoute qu'effectivement, il y a d'autres critères comme l'acceptation de l'indexation. En France, le SMIC est indexé, donc c'est accepté, ce qui n'est pas pour la Commission une mince affaire, puisque pendant très longtemps, la Commission était plaidée toujours pour la désindexation des salaires. Donc on dit, mais les États qui indexent le salaire minimum, c'est la bienvenue, c'est tout à fait une possibilité. Mais, donc maintenant, vous m'avez dit, cette directive a été adoptée à la majorité qualifiée. Il y a eu quelques États qui se sont prononcés contre. Il y a un petit problème qui reste en suspens parce que 2 pays, je crois il n'y en a que 2, ont porté la directive devant la Cour de justice en disant là, vous déviez un peu par rapport à vos compétences. Et on attend maintenant, je dois tout vous dire, on attend maintenant le jugement de la Cour de justice pour dire soit on a respecté, parce que c'était un grand sujet, nos compétences en la matière ou éventuellement non. Parce que la directive sur les salaires minimums n'est pas uniquement une directive sur les salaires minimums. Et j'y insiste beaucoup parce que, en fait, c'est une directive qui va au-delà. Parce que le salaire minimum, c'est très bien. J'ai entendu le Premier ministre récemment parler de la désmification de la France. Oui, c'est le problème que quand trop de gens sont au SMIC, au salaire minimum, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Et donc, on juge que, certes, il est important d'avoir des salaires minimums décents, d'avoir un niveau de salaire qui permet effectivement une vie décente, mais il faut surtout une fixation de salaire qui est basée sur le dialogue social et en fait sur la négociation collective. Et donc, la deuxième partie, qui est peut-être au moins aussi importante que la première de cette directive, c'est une invitation aux États membres. Alors, peut-être moins à la France, puisque vous avez une couverture très large par les conventions collectives, mais à d'autres États membres, notamment des États qui ont rejoint l'Union un peu plus tardivement, où le niveau de couverture par des conventions collectives est extrêmement basse. Et donc, on juge que dans une économie sociale de marché, en fait, les salaires devraient être non pas fixés par l'État à travers un salaire minimum, mais devraient largement être fixés par la négociation collective entre employeurs et salariés, entre employeurs et syndicats. Et donc, ça, c'est un élément important qu'il faut aussi transposer, qui prévoit un certain nombre de principes sur les droits des partenaires sociaux dans les négociations collectives et qui fixe un seuil qui n'est pas un seuil, je dirais, légal, mais qui est quand même un seuil indicatif, qui est une couverture par des conventions collectives de 80%. 80%, c'est beaucoup. Pour beaucoup de pays, c'est beaucoup. Donc, les États devraient tendre vers une couverture à 80%. Il y a quelques pays qui atteignent ce niveau. Bien sûr, les pays nordiques, qui n'ont d'ailleurs pas de salaire minimum, il faut le dire. Ni la Suède, ni le Danemark, ni la Finlande, la Norvège aussi, mais elle n'est pas membre de l'Union, ni l'Autriche d'ailleurs, n'ont de salaire minimum, parce que tout se règle à travers des conventions collectives. Et donc, nous voulons encourager les autres États membres à travailler sur une extension des conventions collectives en améliorant aussi le dialogue social et en mettant bien sûr les partenaires sociaux ensemble pour atteindre cet objectif. Donc ça, c'est un aspect aussi qui fait partie de la directive. Alors sur la transposition, elle est toujours en cours, puisque d'abord il y a ce petit problème de la Cour de justice que j'ai mentionné, et bien sûr la directive devra être transposée en novembre de cette année. Donc il y a encore un peu d'espace pour la transposer. Donc voilà cette directive qui est importante et qui montre effectivement dans une union où effectivement il y a beaucoup de choses qui nous lient, notamment un marché intérieur, la mobilité, etc. Donc où effectivement aussi le social et les salaires doivent être
partie intégrante, tout en respectant, Monsieur le Président, la subsidiarité doit être prise en considération. Voilà, ça c'est mon point sur la directive Salamé. Sur le sommet de Val-du-Chasse, je crois que vous avez bien fait l'historique du sommet de Val-du-Chasse, et je dirais que ça se situe un peu dans la même logique, parce que nous sommes actuellement dans une période de transformation incroyable, profonde, dans tous les domaines. On voit d'ailleurs, il y a des catégories sociales, économiques qui ne sont pas contentes. On les voit dans nos rues en Europe, partout. Mais bien sûr, il y a des secteurs qui sont impactés plus que d'autres par toute cette transformation qui est en cours, qui est à la fois, bien sûr, la transformation due au changement climatique et donc à ce qu'on appelle le Green Deal. Je n'ai pas vraiment de traduction française pour ça, mais tout le monde le comprend. Mais d'un côté, et de l'autre côté, le monde du travail, mais aussi le monde économique est en pleine transformation parce que les technologies auxquelles nous sommes maintenant confrontés, je dirais quotidiennement, évoluent très vite et massivement. C'est bien sûr l'intelligence artificielle, c'est la robotisation, etc., etc. Donc, les entreprises doivent suivre cette évolution, les secteurs doivent suivre cette évolution. Je donne toujours comme exemple, notamment un grand secteur qui reste aussi un grand secteur en Europe, avec 14 millions d'employés, c'est le secteur de l'automobile. 14 millions d'employés qui est en pleine transformation du moteur à explosion vers le moteur électrique. Alors, un moteur électrique, je ne suis pas très technicien, mais quelque chose de fondamentalement différent par rapport au moteur à explosion. Moins de pièces, donc les sous-traitants de l'industrie automobile vont être impactés par ces changements fondamentaux. Comment est-ce qu'on va gérer cela? Comment est-ce qu'on va mettre en œuvre ça? Parce que, grosso modo, les lignes sont fixées par le Green Deal. Les lignes plus les réglementations sont définies. Maintenant, il s'agit de mettre en œuvre. Et c'est la mise en œuvre, d'ailleurs, qui est la plus dure, parce que c'est là où il faut, dans la réalité, transposer ces règles qui sont nécessaires si on veut atteindre notre objectif qui est zéro émission de CO2 à l'horizon 2050. On a d'ailleurs hier fixé un objectif intermédiaire en 2040, on veut atteindre 90%. Donc maintenant, il faut se concentrer sur la mise en œuvre. Et la mise en œuvre implique des adaptations fortes dans beaucoup de secteurs, y compris d'ailleurs au niveau des personnes, au niveau de nous-mêmes, de nos ménages. Et donc, comment est-ce qu'on va gérer tout cela? Et donc, Val-du-Chasse, c'est un signal qu'on doit mettre en œuvre tout cela dans un cadre de dialogue social. Juste un mot. Delors, vous avez cité le président Delors, quand il a lancé la conférence sociale de Val-du-Chasse, d'ailleurs 39 ans, il y a 39 ans, il y avait son grand projet à l'époque, c'était le marché intérieur. C'était le marché intérieur. Et il avait compris qu'on ne pouvait pas mettre en œuvre un tel projet qui, lui aussi, allait bouleverser un certain nombre de secteurs, puisqu'il s'agissait précisément d'accélérer et d'amplifier les échanges au sein même de ce qu'on appelait à l'époque la communauté européenne. Il fallait associer les partenaires sociaux à ces changements. Donc lui, d'ailleurs, déjà auparavant, dans ses fonctions de ministre, mais aussi de conseiller du Premier ministre Chaban-Delmas, il était le grand défenseur du dialogue social. Et donc, c'était l'idée de Delors, et on a un peu repris cette idée pour accompagner les grandes transformations en cours ou à réaliser dans les années à venir. Donc, le sommet de Val-du-Chasse n'est pas un sommet qui a produit maintenant des résultats concrets pour le moment, mais qui nous donne en quelque sorte une feuille de route comment l'Europe doit mieux associer les parties prenantes et surtout, je dirais, principalement les partenaires sociaux pour effectivement rendre aussi acceptables, d'ailleurs, ces changements. Parce que les imposer, je
ne crois pas que c'est une option, on le voit. Et donc, il faut rendre acceptable, intelligible, et tout cela, on doit le réaliser dans un contexte de dialogue social. Donc, c'est améliorer le dialogue social entre, d'ailleurs, la Commission et les partenaires sociaux au niveau européen, mais ça vaut aussi pour les États membres, parce qu'on a d'ailleurs la Commission, finalement le Conseil, puisque c'est une recommandation du Conseil, a adopté une recommandation sur le dialogue social qui incite les États membres à améliorer le dialogue social à tous les niveaux, bien sûr au niveau national, mais aussi au niveau des entreprises. Donc tout cela s'intègre, tout cela doit être vu comme un ensemble, qu'effectivement on met au cœur même de ce changement fondamental le dialogue social et pour effectivement mieux réaliser ces changements. Ça veut dire aussi que, bien sûr, il y a des sujets qui se traitent mieux dans un contexte de dialogue social que sans. Et vous avez mentionné la pénurie de main-d'œuvre. Et je crois que ça, c'est un grand sujet dans tous les États membres, là où je vais, même ceux. Bon, la France a un taux de chômage qui est un peu au-dessus de la moyenne, mais qui a baissé, mais qui est quand même légèrement au-dessus de la moyenne européenne. Même dans les pays où le taux de chômage est encore supérieur, il y a le sujet de la pénurie de main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs qui sont particulièrement affectés. Alors, c'est souvent pénurie de main-d'œuvre très qualifiée. Alors, bien sûr, chacun cherche les spécialistes des technologies de l'information, etc. Mais il y a aussi pénurie de main-d'œuvre pour la restauration, surtout après le Covid. Il y a la pénurie de main-d'œuvre dans tout ce qui est soins, à la fois hospitaliers, etc. Donc, de voir un peu quelle est la situation de notre main-d'œuvre en Europe. Alors, il faut savoir que l'Europe perdra dans l'avenir chaque année 1 million de personnes qui potentiellement devraient être dans l'emploi. 1 million en moins chaque année. Pour des raisons évidentes, c'est l'évolution démographique. Donc, comment est-ce qu'on va gérer cette réduction de notre main-d'œuvre et comment est-ce que aussi on va qualifier, parce que quand je dis 7% de chômeurs ou plus en Espagne, etc., comment est-ce qu'on va qualifier mieux notre main-d'œuvre? Parce que pour moi, la priorité, c'est bien sûr de voir quelles sont les ressources que nous avons sur le marché du travail qui ne s'intègrent pas facilement sur le marché du travail. Et donc ça, c'est le volet emploi que vous m'avez demandé peut-être de traiter. Comment est-ce qu'on va lancer une politique d'activation, une politique de formation à la fois des jeunes? L'apprentissage en est d'ailleurs un élément important. Je ne manque jamais de dire que là, je crois que la France a fait des progrès énormes sur l'apprentissage, quand je le compare au passé, quand je compare à d'autres États. Donc là, il y a des progrès sur l'apprentissage, mais le grand thème, c'est la qualification et surtout aussi la requalification. Parce que si nous parlons de transitions économiques, notamment vertes, mais aussi tout ce qui touche au numérique, bien, nous savons que nous devons requalifier un certain nombre de travailleurs, ceux qui perdent leur emploi ou ceux qui voient leur emploi, même dans chaque entreprise, changer. Donc, c'est d'ailleurs pour cette raison que la Commission a proposé, décidé avec le Parlement européen et le Conseil, de déclarer l'année 23 et 24, c'est un peu à cheval sur les 2 années, l'année européenne des compétences. Donc de donner un signal, et c'est très delorien aussi, parce que Delors était très porté sur la formation continue. D'ailleurs, il a fait en France la première grande loi européenne, je dirais, en Europe sur la formation continue. Comment est-ce qu'on agence mieux la formation continue? Comment on réalise mieux le droit à la formation? La France, d'ailleurs, a instauré le fameux compte personnel ou compte individuel de formation,
qu'on a transformé à l'échelle européenne en une recommandation, en incitant les autres États membres à copier l'exemple. Donc ça, c'est la grande politique de formation, d'activation, d'insertion dans l'emploi. Vous m'avez demandé sur le Fonds social européen. Oui, ça, c'est un élément essentiel du Fonds social européen. À peu près 20%, si je me rappelle bien maintenant, je n'ai pas les chiffres, je ne les ai pas, je crois, ici, mais je peux vous les envoyer, sont alloués à la formation, à la formation et à l'insertion professionnelle. Ça vaut pour les jeunes, parce que nous avons malheureusement encore en Europe beaucoup de jeunes au chômage. Le problème des NEETs, c'est-à-dire les jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni à l'école, représente dans beaucoup de pays, y compris un peu en France d'ailleurs, soyons francs, un problème. Donc il faut, je crois, doubler d'efforts pour permettre aux jeunes d'acquérir d'abord une formation appropriée, pour ceux qui peut-être ont une formation mais qui ne trouvent pas de débouchés sur le marché du travail et qu'il faut peut-être requalifier, ou pour ceux qui ont quitté l'école prématurément, etc. Donc je crois que ça, c'est un élément central du Fonds social, d'investir dans les compétences, d'investir dans l'activation sur le marché du travail. Sur peut-être maintenant, je passe à la directive sur les plateformes. Bon, là, je suis un peu en difficulté parce que nous sommes en plein dans la négociation. Donc, je peux pas, malheureusement, je ne peux pas vous dire oui, c'est bon, on a trouvé un accord, puisque actuellement, nous sommes en contact minute par minute, ce qui se passe à Bruxelles, puisqu'on discute maintenant sur un compromis au Conseil, hein, parce que nous sommes maintenant arrivés à un stade où c'est entre le Conseil et le Parlement. Donc ce qu'on appelle le trilogue, mais en fait c'est plus un dialogue, voire une négociation à deux où la Commission accompagne, donne son avis, peut effectivement aussi théoriquement bloquer, mais bien sûr on a intérêt à ce qu'un compromis émerge. Bon, pourquoi est-ce que c'est si important? Bon, je crois que c'est d'abord important par le simple fait qu'il est inadmissible que des millions, et vous avez, je crois, vous avez cité les chiffres, des millions de travailleurs en Europe, un peu partout, ne soient pas couverts ou insuffisamment couverts par les droits sociaux, par le droit du travail qu'on considère quand même comme des droits de base. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que si vous avez un secteur qui fonctionne sur base de plateformes, ce qui veut dire en fait sur base d'algorithmes, parce que les plateformes, c'est l'utilisation d'algorithmes, où finalement vous contournez le droit social, le droit du travail, simplement en créant parfois une fiction d'entrepreneuriat, parce qu'on va vous dire, mais moi je suis une plateforme, je ne suis pas un employeur. Hein, et toi, tu n'es pas un salarié, tu es un entrepreneur. Bon, certes, j'ai un vélo, peut-être une voiture, peut-être une motocyclette, mais en fait, je suis extrêmement dépendant de la plateforme pour plein de choses. Donc, il y a une sorte de fiction d'entrepreneuriat, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des vrais indépendants aussi qui travaillent pour les plateformes. Je dis, nous ne disons pas, dans notre proposition, tous ceux qui travaillent pour les plateformes sont obligatoirement et automatiquement des travailleurs, des salariés. Nous disons qu'il faut regarder si effectivement il y a un lien de subordination. Il n'y a pas de raison pour ne pas conclure à un rapport de salarié à employeur. Et ça, c'est le grand débat. Comment est-ce qu'on définit le statut? Donc le statut des travailleurs, puisque malheureusement, enfin, logiquement, au statut de travailleur sont attachés un certain nombre de droits qui ne sont pas nécessairement attachés au statut d'indépendant. Alors, bien sûr, on peut avoir des catégories intermédiaires, c'est un peu l'option que la France a ébauchée, je dirais, mais il est important d'avoir clarté. Clarté partout en Europe, parce que dans certains pays,
les plateformes sont jugées être des employeurs, dans d'autres c'est le contraire, donc de créer quand même une sorte de minimum, de standard minimum à l'échelle de l'Europe. Et c'est ça un des points essentiels, et ce qu'on a choisi comme méthode, c'est la présomption. C'est-à-dire que s'il y a un doute sur base de critères, mais les critères européens ont maintenant disparu en faveur de critères que chaque État membre peut définir lui-même, très bien, si ça permet de conclure positivement, je suis d'accord. Et le seul point, c'est la présomption, c'est que auparavant, c'était aux travailleurs de la plateforme de démontrer qu'il n'était pas un indépendant, mais qu'il était un salarié. Maintenant, on a renversé la charge de la preuve. C'est d'ailleurs, s'il y a des arguments qui plaident en faveur du statut de salarié, c'est à la plateforme après d'avoir le droit, bien sûr, de démontrer le contraire. Donc, c'est le renversement de la charge de la preuve basée sur une présomption qui, si elle est vérifiée sur base de critères maintenant plutôt nationaux, on conclut au statut salarial. Donc, c'est ça l'essentiel. Et donc, si on conclut qu'effectivement les conditions sont remplies, on va reclassifier le travailleur. Donc, c'est ça l'essence, plus bien sûr une définition de ce que l'algorithme peut faire, ne peut pas faire, donc les droits des travailleurs des plateformes par rapport au fonctionnement de l'algorithme. Et là, c'est important parce que c'est finalement l'économie de l'avenir. Hein. L'algorithme sera non pas uniquement utilisé dans les plateformes, les algorithmes s'étendent à tous les niveaux, notamment au niveau aussi de la gestion des ressources humaines. Beaucoup d'entreprises aux États-Unis maintenant considèrent que 70% des entreprises, à partir d'un certain seuil, utilisent les algorithmes pour gérer leur personnel. Donc, c'est important aussi pour garantir les droits. Voilà. Mon dernier point que vous m'avez soumis, c'est le règlement 883, qui est un règlement avec différents éléments. Tous les éléments, sauf 2, ont été adoptés ou agréés. Pas adoptés, agréés. Donc, c'est les droits, notamment en termes des travailleurs, en termes de soins, quand je suis dans un autre État membre, de soins, etc. Tout ça, c'est agréé. Il reste 2 points. C'est le point chômage, paiement des indemnités de chômage, la question très difficile à la fois entre Parlement, mais aussi entre États membres, qui paye à partir de quand les allocations de chômage. Question qui n'est pas résolue, parce que certains ne veulent pas, d'autres veulent très vite. Donc, ça, c'est un point de désaccord. Et le deuxième point, et vous l'avez suggéré, c'est quel contrôle pour les travailleurs détachés, parce qu'effectivement, maintenant, on a un contrôle, mais le Parlement, puisque ça, c'est quelque chose qui a été introduit par le Parlement, pour renforcer le contrôle, donc il faut une sorte de contrôle préalable avant que le salarié détaché commence son travail dans le pays vers lequel il est détaché, d'avoir la possibilité de contrôler ça auparavant. Bon, pour voir s'il est effectivement assuré, s'il a une sécurité sociale dans le pays dont il provient. Problème, là aussi, entre des interprétations divergentes, des exemptions, qu'est-ce qu'on fait dans les régions frontalières, etc. Donc ça, ce sont les 2 points qui restent à résoudre et qui sont très difficiles à résoudre parce que les intérêts des États divergent évidemment beaucoup. Il y a les États qui ont beaucoup de frontaliers qu'ils envoient vers l'extérieur. Ils aimeraient bien sûr que l'État où vont les frontaliers assure les allocations de chômage. Il y a des États qui veulent aussi faciliter les contrôles en matière de détachement. Donc, en gros, d'ailleurs, la présidence belge, d'après ce que j'ai appris, a abandonné maintenant le dossier, elle ne va pas poursuivre. Elle voulait scinder le règlement, tout ce qui était agréé, le faire adopter, mais le Parlement n'est pas prêt à accepter cela. Voilà. Enfin, je ne suis pas sûr si j'ai répondu à tout, mais c'était déjà fort longtemps. Oui, voilà. On va passer la parole à nos collègues. Alors, il y en a qui sont affaires sociales, affaires européennes.
Je vais passer la parole tout de suite à Audrey Linkenheld. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Audrey Linkenheld, sénatrice du Nord. D'abord, un mot pour dire que je me réjouis, même si ça n'est pas encore fait, de l'avancement de la discussion sur les plateformes. Je me souviens d'une autre époque où j'étais à l'époque parlementaire dans une autre chambre du Parlement français, à l'Assemblée nationale, et c'était contre un certain ministre de l'économie, devenu aujourd'hui président de la République, que j'essayais en vain de faire adopter des amendements pour réguler les plateformes en France. Donc tant mieux si plusieurs années après ce sujet avance, y compris à l'échelle européenne, et j'espère que ça n'est donc pas le même qui bloque encore les avancées que vous essayez d'obtenir. Ceci étant précisé, ma question porte sur un autre sujet. Nous sommes en France très durement touchés par une crise du logement liée à une pénurie très forte de logements de toutes sortes. Évidemment d'abord de logements abordables, en location, en accession. Je ne ferai pas de commentaire ici sur la manière dont je pense que cette crise pourrait être surmontée à l'échelle nationale. Ma question porte plutôt sur l'échelon européen. Quel est le regard que vous portez sur cette question du logement, puisque vous avez fait référence au socle des droits sociaux. Le logement et l'aide aux sans-abri en font partie de ces 20 principes. Je crois qu'aujourd'hui, la situation du logement est difficile ailleurs aussi, et j'aimerais donc avoir le regard du commissaire que vous êtes sur cette question. Merci. Merci. La parole à Frédérique Puissat. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Commissaire, pour ces propos introductifs. Alors, je vais d'abord revenir aussi sur la directive sur les plateformes. Si certains se réjouissent, d'autres peuvent aussi s'inquiéter. Parce qu'on le sait, hein, les plateformes, vous l'avez dit, c'est un sujet qui est complexe. Mais c'est un sujet qui, aujourd'hui, fait quasiment travailler plus de 30 millions de personnes au sein de l'Union européenne. Et en l'occurrence, cette directive qui est discutée peut avoir un impact, y compris sur la pérennité des plateformes. Et nous le savons tous les uns les autres, puisque nous avons eu l'occasion de les rencontrer, même si elles sont de portées différentes. Donc ma question sur le sujet, y a-t-il eu une étude d'impact éventuellement de la mise en place de cette directive, hein, même si j'imagine bien que ce que vous évoquez peut effectivement laisser dans le flou un certain nombre de données chiffrées et économiques. Mais en tout cas, on ne peut pas s'empêcher de penser que la directive pourra avoir un impact sur la vie d'un certain nombre de plateformes. Donc voilà ma première question. La deuxième question qui a trait au salaire minimum, vous l'avez développé, je vous remercie des informations que vous avez précisées. Sous la présidence du président Mouillet, nous avons fait le choix d'ouvrir à la Commission sociale du Sénat une mission d'information sur les négociations collectives et en l'occurrence sur, chez nous, les négociations collectives qui doivent suivre le rythme de l'inflation avec un certain nombre de difficultés. Vous l'avez évoqué vous-même, tous les pays ne sont pas dans ces logiques de négociation collective. Mais est-ce que vous disposez d'une espèce de comparaison dans tous les pays des difficultés qu'on pourrait rencontrer précisément sur ces mécanismes de négociation collective, de sorte que nous puissions éventuellement en France avoir un certain nombre de repères pour peut-être les fluidifier et les simplifier de façon à ce que, en l'occurrence, en période de forte inflation, nous ne soyons pas toujours à la course, notamment sur les grilles de bas salaire de réactualisation. Ça vous va par trois, monsieur Oui, le oui, commissaire? Ça vous répondait. Didier Marie. Merci, Président. Merci, Monsieur le Commissaire, pour vos propos et en même temps pour votre bilan, parce que vous n'aviez pas hérité de la mission la plus simple au sein de la Commission, car comme ça a été rappelé, vous étiez sur un certain nombre de sujets qui relevaient pour partie, voire en grande partie, de la compétence des États membres. Et la recherche de compromis dans ce domaine n'est pas toujours aisée. On le constate d'ailleurs aujourd'hui sur cette question de la directive relative aux travailleurs des plateformes. Je voudrais poser une question sur le sujet. Je sais que la négociation est en cours. La France a d'ailleurs demandé une suspension de séance. Les travaux doivent reprendre au Coreper à 16h30. Donc tout ça est en cours. Ceci étant, parmi les arguments que la France évoque,
Il y a ceux qui ne sont pas totalement assumés, qui consistent à dire qu'effectivement, les plateformes offrent beaucoup d'emplois et qu'il serait dommage de les mettre en difficulté, ceci jouant sur le nombre de demandeurs d'emploi. Et il y a un autre argument concernant les effets de cet accord sur les accords collectifs nationaux. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments sur le sujet et nous dire en quoi il y a ou pas difficulté sur ces accords collectifs? J'aurais une deuxième question. Vous avez évoqué précédemment la question de l'adéquation entre les besoins de l'économie et l'offre d'emploi disponible. La Commission a mis en place il y a quelques mois, je cite, un Tinder de l'emploi. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le premier bilan de cette plateforme? Comment vous voyez à l'avenir le rapprochement entre les besoins de l'économie, des entreprises et cette capacité à mettre en face les emplois et les emplois avec les formations correspondantes pour permettre à ces entreprises de prospérer. Enfin, dernière question, un peu décalée mais qui est dans le registre de votre portefeuille. L'Union européenne a accordé aux réfugiés ukrainiens le statut de protection temporaire. Ce qui a pour conséquence de leur permettre, pour un grand nombre d'entre eux, de travailler. Est-ce que vous pouvez nous faire, d'une part, un petit bilan du nombre de personnes qui, grâce à ce statut, ont pu accéder à des emplois, et si ce sont des emplois pérennes, et comment ça s'articule avec les problématiques d'emploi des pays concernés, je pense en particulier à la Pologne, et d'autre part, si ce statut sera pérenne tant que la guerre durera, et quelles conséquences ça peut avoir effectivement sur le marché de l'emploi européen. Je peux y aller? Oui, Ok, oui. merci beaucoup. Bon, Oui, brièvement sur la crise du logement, c'est une crise européenne du logement, parce que je suis beaucoup en contact avec les villes qui viennent me voir, les régions européennes, et la plupart font part effectivement de cette crise du logement. Elle a été un facteur important lors des élections aux Pays-Bas. J'ai eu récemment une visite de villes européennes, parmi lesquelles il y avait une ville française, Lyon, mais aussi Barcelone, mais aussi Munich, et toutes les villes me disent qu'il y a un problème de logement en Europe, avec des conséquences sociales considérables, avec des conséquences d'inégalité considérables, avec des conséquences sur l'emploi considérables. Donc, c'est finalement une compétence qui est plutôt nationale pour rester avec la subsidiarité, ou même parfois locale, parce que beaucoup de mairies ont la compétence au niveau des logements sociaux, mais c'est devenu un problème européen. Et donc, il y a un appel, ça je le remarque, il y a un appel de dire, mais qu'est-ce que l'Europe peut faire? Comment est-ce que l'Europe peut aider? Ce n'est pas la Commission maintenant qui va se mettre à construire des logements, hein. Mais l'Europe peut effectivement voir comment on peut aider, parce que la solution à la crise du logement, c'est la construction de logements. C'est la meilleure des solutions, en tout cas, hein. C'est la construction de logements d'ailleurs, qui, pour la plupart des gens, je ne parle pas uniquement des gens avec les revenus les plus bas, parce qu'on est arrivé maintenant à une situation où des gens qui ont des revenus corrects n'arrivent plus à payer, ou ont beaucoup de mal à payer leur loyer, ou accéder à la propriété. On voit aujourd'hui que pour beaucoup de personnes, le coût du logement est arrivé à 40% de leurs revenus, 40% simplement pour se loger. On est passé en 15 ans autour de 20, un peu plus de 20 à 40%. Ça, c'est une situation sociale très dangereuse, très problématique,
mais c'est aussi économiquement absolument absurde. Parce que tout l'argent qui part dans le logement ne peut pas partir ailleurs, ne peut pas être dépensé ailleurs. Ça, c'est le premier point. Donc ça a une incidence sur notre croissance, sur notre demande à l'échelle macroéconomique. Là-dessus aussi, il y a un problème d'emploi parce que les gens qui ne peuvent plus se loger plus ou moins près de leur emploi, qui doivent faire parfois des heures pour accéder à leur emploi, je crois que Paris, c'est un bon exemple, malheureusement, mais ce n'est pas le seul. Donc il y a ce problème. Alors qu'est-ce que l'Europe peut faire? On peut effectivement mobiliser plus de fonds européens pour investir dans la construction de logements. Donc on est en train de travailler là-dessus. De l'argent, d'ailleurs, qui est toujours disponible dans le fameux fonds de résilience et de relance. Certains États membres ont pris une partie des fonds pour investir dans le logement que j'appelle de préférence abordable. Ça peut être du social, mais ça peut être aussi simplement du logement abordable. Ça, deuxièmement, moi je plaide beaucoup, puisqu'on a ce principe dans le socle, pour regarder nos mesures en termes d'aide publique au logement, pour les assouplir un peu, parce qu'ils sont relativement limités juste à ce qu'on appelle le logement social au sens le plus strict. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être assouplir un peu pour, là aussi, permettre la construction de logements dans ce domaine? Troisièmement, bien sûr, il y a de l'argent au niveau notamment de la Banque européenne d'investissement. Je sais que des projets sont financés, mais à une échelle trop modeste, pas la Banque européenne d'investissement. Il y a maintenant une nouvelle direction à la Banque européenne d'investissement. Je crois que cette nouvelle direction, cette nouvelle présidente a un autre regard sur l'investissement et le financement de tels projets. Donc voilà ce que l'Europe peut contribuer. D'ailleurs, j'aurai vendredi une réunion sous présidence belge sur toute la thématique du sans-abrisme, qui est la forme la plus extrême du manque de logement, bien sûr avec plein d'autres aspects sociaux, etc. Donc on a d'ailleurs lancé une plateforme pour lutter contre le sans-abrisme en Europe. Il y a à peu près, on ne sait pas exactement, mais 1 million de personnes sans abri en Europe, hein, tendance croissante, surtout après le Covid, tendance fortement croissante. Donc voilà un sujet que l'Europe doit traiter, même si je suis toujours d'accord que l'essentiel du pouvoir réside près des pays, enfin des États membres, voire des entités régionales. Mais c'est un grand sujet, et comme je dis, c'est un sujet européen, et je sens qu'il y a une attente que l'Europe aussi se saisisse un peu et soutienne les États membres dans les politiques de logement. Sur les plateformes, il n'y a pas 30 millions, il y en a un peu plus, je crois. Donc, on a fait bien sûr qu'on a fait, vous savez, toute directive qui est faite à l'échelle européenne est précédée par de longues études d'impact. Et on a fait une étude d'impact et on a trouvé que si on appliquait la directive proposée par la Commission, qui n'est pas celle d'ailleurs qui est maintenant dans la discussion au Conseil, voire dans le trilogue, on pouvait, c'est pas de la science exacte, hein, mais on pouvait assumer, enfin, l'hypothèse était que, effectivement, 5 millions à l'échelle européenne, hein, 5 millions et demi de personnes travaillant pour les plateformes seraient reclassifiées. Donc, ce seraient des personnes qui ne seraient pas des indépendants, mais seraient effectivement des salariés. Alors, vous savez, les plateformes, c'est quelque chose de très divers, parce que quand on discute de plateformes, nous pensons tous à Uber, pour ne pas les nommer, hein, qui sont très actifs d'ailleurs un peu partout. Moi, j'ai vu le PDG de Uber, ce monsieur américain, plusieurs fois, qui est venu pleurer, et d'autres aussi. Mais j'ai aussi des plateformes qui disent le contraire.
Donc il ne faut pas croire qu'il n'y a que des plateformes qui disent il faut rester avec l'indépendance. Il y a des plateformes qui disent nous, pour ne pas les citer, il y a une grande plateforme de livreurs qui s'appelle Just Eat qui dit moi je suis très mécontent s'il n'y a pas de bonne directive parce que moi j'emploie mes livreurs. Je leur donne au moins le SMIC, hein, ou le salaire minimum en vigueur, où j'ai une convention collective, et donc c'est les autres qui font de la concurrence déloyale. Hein. Donc penser que la reclassification au niveau des plateformes voudrait dire on fait disparaître les plateformes, c'est faux. C'est faux. Parce que d'abord, moi, je ne suis pas un défenseur par définition des plateformes. Mais je vois évidemment que des millions de gens en Europe, chaque jour, utilisent les plateformes. Je ne parle pas des plateformes de travail qui sont utilisées par Amazon, etc., mais qui marchent aussi, qui emploient occasionnellement des gens, mais de plus en plus, y compris des gens de haute qualification, des architectes qui travaillent sur les plateformes, etc. Mais là, on parle surtout des plateformes installées sur le territoire. Et donc, si on donne un peu plus de droits aux travailleurs de plateforme, ça ne veut pas dire que je ne vais plus prendre une voiture Uber, mais peut-être la répartition du prix sera autre entre moi, le consommateur, la plateforme et la personne qui roule. La même chose vaut pour le livreur. Donc, il y a là un besoin de voir quand même, on se paye un luxe, c'est le transport ou la livraison de la pizza à la maison ou autre chose. Ben, il n'est pas quand même admissible que quelqu'un, pour que moi j'ai un service et que la plateforme gagne de l'argent, quelqu'un en fait souffre. Hein, et payé au minimum absolu. Donc je crois qu'il faut restaurer. Par ailleurs, je dois dire, c'est aussi un élément de concurrence loyale ou déloyale. Par rapport au taxi, on le sait. Par rapport aux livraisons, si vous avez maintenant de plus en plus des livraisons de nourriture, par exemple, que vous pouvez commander à la maison, bah, à la fin, si c'est tellement avantageux de faire livrer, ben, les magasins ils peuvent fermer parce que personne n'ira plus au magasin. Donc, et je crois, et c'est de la concurrence déloyale. Donc, je crois que cette idée que ça va détruire les plateformes, d'ailleurs, la preuve, en Angleterre, Uber a été condamné par une cour en disant vous devez payer, etc., etc. Est-ce que Uber a disparu de Londres? Non, ils ont augmenté de 30% leurs effectifs à Londres. Donc, je serai très prudent là-dessus. Sur oui, bien sûr, on a des comparaisons, comment fonctionne. Ça, c'est très ancré, vous savez, dans les cultures sociales des États membres. On ne peut pas dire maintenant, à partir de demain, la France va transposer le système de négociation d'accords collectifs de la Suède ou de l'Autriche à la France, donc, ou à la Bulgarie. Hein. Donc il y a des divergences très fortes. D'ailleurs, il y a des pays qui sont très jaloux de leur système, qui le défendent bec et ongle. On voit ça en Suède maintenant avec Musk, qui veut en fait casser le système d'accords collectifs en Suède. Et il y a une réaction forte des syndicats. Et donc, je crois que c'est utile d'aller voir quels sont les modèles, est-ce qu'on peut ajuster notre modèle pour le rendre plus efficace, notamment pour répondre à ce que vous dites sur l'inflation, pour ajuster plus rapidement et plus, je dirais, de façon plus appropriée les salaires. Sur les réfugiés, oui, globalement un succès, je dirais. Il y a plus d'1 million de personnes qui ont trouvé un emploi, globalement à l'échelle européenne. C'était la bonne manière, je crois, mettre en œuvre la directive sur la protection temporaire, qui prendra fin l'année prochaine. On ne sait pas pour le moment quelle sera la suite. Je ne peux pas vous le dire. Il y a un point d'interrogation. Il faut trouver une solution parce que la guerre, malheureusement, je ne suis pas sûr si elle va être terminée l'année prochaine. Donc il y a toujours, si je me rappelle bien, autour de 5 millions de réfugiés un peu partout en Europe. Et avec un pays qui a été mentionné, la Pologne, a assez bien géré
la situation. Assez bien gérée, parce qu'ils sont bien sûr en première ligne. Ils n'ont pas reçu tous. Le pays qui en a reçu le plus, c'est quand même l'Allemagne. Bon, c'est quand même l'Allemagne qui en a reçu le plus, mais proportionnellement, c'est la Tchéquie qui en a reçu le niveau le plus élevé. Je crois que globalement, ça a été bien réussi. Ce qui maintenant se pose, c'est que souvent les Ukrainiens, qui sont en général des Ukrainiennes, parce que la plupart des personnes qui sont venues sont des femmes, travaillent largement en dessous de leur niveau de qualification. Et là, on travaille, comme ça a été dit, sur des comparaisons et pour mieux ajuster les qualifications qui sont en Europe, chez nous, dans l'Union, et les qualifications ukrainiennes. Donc on essaye d'aligner et de comparer et de voir ce qui est effectivement comparable entre les deux. Donc ça, c'est, je dirais, un aspect important. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Je vais donner maintenant la parole à Pascale Gruny. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, moi je suis à la fois à la Commission des Affaires sociales et à la Commission des Affaires européennes et je suis l'Europe sociale avec d'autres collègues. Alors d'abord une question un peu globale, parce que quand on vous écoute, on voit bien que les initiatives sociales majeures comme la plateforme, les règlements sécurité sociale, on n'aboutit pas très vite, voire même c'est très long. Donc ma question c'est comment on peut surmonter en fait les lignes de fracture entre États membres qui sont le reflet de la diversité des modèles sociaux. Donc est-ce qu'il ne faut pas réviser les traités pour justement essayer d'apporter des réponses, parce que ça devient des blocages. Moi, j'avais une question aussi sur la pauvreté, parce que un des objectifs du plan d'action socle européen des droits sociaux, c'est la réduction d'au moins 15 millions du nombre de personnes menacées de pauvreté et au moins 5 millions d'enfants. Et or, on voit que le taux de pauvreté n'a pas reculé et il a même augmenté. Donc, je ne sais pas où vous en êtes. La carte européenne du handicap, parce que ça, c'est quelque chose qui est aussi attendu concernant notamment le stationnement aussi pour les personnes handicapées. Et globalement, sur le handicap, quelles ont été les avancées par la Commission européenne depuis 2019 ? Et puis, le nouveau sommet social qui devrait se tenir à la Hulpe, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur les priorités de la Commission? Je vous remercie. Merci. Karine Daniel, et se prépare Mathilde Olivier. Merci, messieurs les présidents, chers collègues. Merci d'abord, monsieur le commissaire, d'avoir partagé avec nous vos actions sur votre champ de compétences au sein de l'Union européenne. Alors en effet, l'emploi et les droits sociaux sont des responsabilités cruciales pour garantir la dignité, le bien-être des populations et la protection des travailleurs au sein de l'Union et participent à l'Europe sociale et désirable à laquelle nous aspirons. Dans le contexte actuel, marqué par des défis tels que la mondialisation, l'automatisation, vous en avez parlé avec les combats que vous menez sur le sujet des plateformes, mais demain, l'intelligence artificielle qui vont aussi bousculer le monde du travail, la crise écologique et les changements démographiques, il est crucial de renforcer l'Europe sociale en investissant dans l'éducation, la formation professionnelle et la recherche. Nous pouvons préparer nos concitoyens aux emplois de demain et leur offrir des opportunités de développement personnel et professionnel. Malgré de nombreux efforts, et vous en avez parlé, et parfois même des succès, la dimension sociale de la construction européenne demeure le pilier fragile ou un pilier fragile des politiques européennes. Pourtant, il n'a jamais été aussi urgent d'agir efficacement contre la précarité au travail, d'améliorer les conditions de travail, de réussir les transitions écologiques et numériques pour réduire les inégalités. La crise agricole actuelle appelle plus que jamais à muscler les mutations écologiques déployées à travers les politiques européennes et à les compléter par un Green Deal social qui permette de garantir des politiques d'accompagnement social. Ça doit être une des priorités de la prochaine mandature. Cependant,
Pour que l'Europe sociale devienne une réalité concrète, il est nécessaire de renforcer la coordination et la coopération entre les États membres, vous l'avez dit, et nous devons travailler ensemble pour harmoniser les systèmes de protection sociale, promouvoir des normes de travail équitables et garantir des conditions de travail décentes pour toutes et tous. J'emploie le terme de normes à dessein, puisque notre travail dans la construction européenne, c'est de construire ces normes de travail, ces normes sociales, ces normes environnementales. Et on voit qu'à chaque crise, il est de bon ton de taper sur ces normes, et on l'a encore vu récemment. Donc moi, j'appelle de mes voeux, et je vous demande dans quelle mesure on doit prendre notre porte-voix pour dire et redire que le progrès en Europe, il passe par la construction de normes, et notamment par la construction de normes sociales. Et quelles sont nos marges de manœuvre dans ce domaine? Merci de votre attention. Maintenant, je donne la parole à Corinne Ferré. Non, Mathilde Olivier. Oh, pardon, Mathilde Olivier, pardon. Excuse-moi, je n'avais pas. Merci, messieurs les présidents, et merci, monsieur le commissaire. Je souhaitais revenir encore sur la directive européenne sur la protection des travailleurs des plateformes. Alors, elle n'est pas parfaite, mais ça représente quand même une opportunité historique, puisque c'est quand même la première fois que la Commission européenne se penche sur le sujet, et ça permettrait d'améliorer fortement les conditions de travail des 5 millions de travailleurs de ces plateformes en Europe, ou les 30... vous le disiez vous-même, l'enjeu est que la création d'emplois des plateformes numériques puissent être des emplois de qualité et de ne pas laisser les travailleurs dans la précarité. Alors on sait, ce qui bloque, vous en avez parlé, c'est la présomption, avec le lobbying quand même intense de la France pour limiter le caractère prescriptif du dossier, et aussi la protection de l'autonomie totale des autorités nationales compétentes sur la présomption légale. Mais si vous pouviez nous donner plus d'informations, sans vous avancer sur les négociations en cours, sur les différentes options qui sont aujourd'hui sur la table pour arriver à un compromis. Et puis si ce compromis passe, le Parlement parlait de couper la directive en deux afin qu'un accord puisse être trouvé sur la gestion algorithmique, et de laisser la question de la présomption légale pour après les élections de juin. Est-ce que vous pouvez nous dire si on s'est maintenant plutôt éloigné de cette option ou si elle est toujours sur la table? Et puis juste un commentaire aussi sur les indemnités chômage et sur l'harmonisation au niveau européen. Je représente les Français de l'étranger. Et c'est un sujet qui revient assez régulièrement, que celui du transfert des droits de chômage lorsqu'on change d'un pays à l'autre, lorsque par exemple un couple déménage d'un pays à l'autre, que l'une des personnes quitte son emploi, arrive dans un nouveau pays et peut demander dans l'Union européenne ses droits de chômage, le transfert de ses droits de chômage, mais avec des difficultés administratives qui sont très importantes pour pouvoir accéder à ces droits, avec un nombre de formulaires demandés d'un côté et de l'autre. Et puis la plupart du temps, les services en charge de gérer ces questions de chômage qui ne sont pas informés de la manière dont les personnes peuvent toucher leurs droits de chômage. Donc est-ce que vous avez une perspective là-dessus, et sur les perspectives d'évolution de ces indemnités de chômage et de l'harmonisation au niveau européen? Merci. Ok. Voilà, peut-être un mot sur la pauvreté qui est réelle. Et vous avez cité les 95 millions d'Européens qui sont dans un risque de pauvreté, mais souvent, malheureusement, pour beaucoup, ce risque se matérialise et se concrétise. Donc, en fait, on a fixé effectivement un objectif de réduire ce nombre de 15 millions, dont 5 millions d'enfants. Et il appartient bien sûr aux États membres aussi de s'engager là-dessus, puisque chaque État membre a présenté un objectif. Alors, je ne me rappelle plus exactement l'objectif de la France, mais chaque État membre a présenté un objectif, et l'addition d'ailleurs de ces objectifs nous rapproche des 15 millions. Voilà. Donc, ça c'est l'aspect, la politique. Qu'est-ce que l'Europe elle-même, elle fait? Bien sûr, elle fait à travers le Fonds social européen, puisque c'était une question, elle alloue un certain nombre de fonds à promouvoir l'inclusion, elle alloue des fonds aux différents acteurs qui luttent contre la pauvreté. En France, l'abbé Pierre, par exemple, est largement aussi financé par
le Fonds social européen, puisque avant ça s'appelait le FEAD, qui a été intégré dans le Fonds social européen. Donc, on a adopté une recommandation sur le salaire, sur le revenu minimum, donc avec un certain nombre de principes. Comment, on ne prescrit pas comment dans chaque État et de quel montant, etc., mais quels sont les éléments, les principes qui devraient guider la politique en matière de revenu minimum. Et on a adopté, puisque vous avez cité aussi les enfants, une garantie pour l'enfance. Parce qu'on sait très bien que malheureusement, la pauvreté se transmet. Hein, on hérite souvent de la pauvreté. S'il n'y a rien à hériter, la pauvreté, on l'hérite. Donc, c'est une politique, je dirais, holistique, globale, de lutte contre la pauvreté au niveau des enfants. Bon, bien sûr, il ne faut jamais négliger les familles, puisque quand vous avez un enfant pauvre, il vient rarement d'une famille riche. Donc, il faut bien sûr agir sur les familles, sur le logement, sur le travail, sur l'insertion dans le travail, sur les mères, souvent les parents monoparentales. Voilà, souvent, par exemple, le nombre de ménages monoparentaux, majorité 75% des femmes, sont souvent exposées à ce risque parce que les femmes ne peuvent pas travailler, parce qu'elles ne trouvent pas de crèche, etc. Donc tout cela, c'est une politique qu'on essaie d'inciter les États membres à mettre en œuvre, toujours selon leur propre système. On a une coordination entre États membres, toujours dans l'esprit de subsidiarité, et on espère qu'à travers ces politiques, on peut agir contre la pauvreté. Je crois que c'est essentiel. Pour moi, d'ailleurs, puisque quelqu'un m'a dit quel doit être pour la HULP un des thèmes centraux, c'est l'inclusion et la lutte contre la pauvreté. C'est l'inclusion et la lutte contre la pauvreté. Parce qu'elle est mauvaise d'un point de vue social, elle divise de plus en plus nos sociétés, et elle est d'ailleurs aussi mauvaise d'un point de vue purement économique. Si nous nous plaignons aujourd'hui de la pénurie de main-d'œuvre, si on ne donne pas les chances à des jeunes, à des familles, à des femmes de travailler, d'acquérir des formations, etc., ben, on ne va pas résoudre le problème de la pénurie de main-d'œuvre, en partie du moins. Donc, je crois que c'est un des thèmes centraux. Sur la carte handicap, oui, elle a été adoptée maintenant sous la présidence espagnole. Elle va être maintenant mise en œuvre. Il y a d'ailleurs deux cartes, parce que pour des raisons de compétence, il y a une carte qui couvre un certain nombre de situations sociales, et l'autre, par exemple, le stationnement, c'est une autre carte. Mais ça, c'est, je crois, un instrument très pratique qui montre que l'Europe peut faire quelque chose de positif pour la vie quotidienne de certaines personnes qui sont déjà suffisamment en difficulté. Et d'ailleurs, on a lancé une stratégie pour les personnes avec handicap, où précisément on a mis au cœur de cela aussi l'emploi, l'insertion, encourager les entreprises à employer les personnes avec handicap. Moi, j'étais longtemps ministre du Travail, j'ai noté qu'il y a une énorme discrimination, une méfiance à l'égard des personnes avec handicap. Mais quand quelqu'un emploie une personne, l'employeur souvent découvre que cette personne est plus efficace, plus productive et plus motivée que quiconque. Donc je crois qu'il faut continuer à travailler sur ce sujet absolument du handicap. Et voilà, donc l'inclusion, hein, au sens large du terme, la lutte contre la pauvreté et, bien sûr, et je passe à d'autres questions, le monde du travail de l'avenir. Et effectivement, le monde du travail est en parfaite ébullition, je dirais, à la fois du fait des technologies dont j'ai déjà parlé, l'intelligence artificielle est en train de s'étendre, donc il faut prendre la mesure de l'impact de ces nouvelles technologies sur la qualité du travail, sur la formation nécessaire pour permettre à un maximum de travailleurs, mais aussi de citoyens, puisque nous sommes également concernés comme citoyens par l'extension des nouvelles technologies, que ce soit au niveau de nos opérations bancaires, etc. Donc, de veiller à ce qu'on ne va pas avoir cette division
numérique au sein de notre société où des gens savent et d'autres ne savent pas, et donc de ce fait de ne pas savoir utiliser les instruments numériques, ils se marginalisent et ils sont exclus. Donc je crois que c'est un grand sujet là, bien sûr, sur le travail. Sur la qualité du travail, on a eu sous présidence suédoise une sorte de sommet sur les conditions de travail, sur la sécurité et la santé au travail. Et cette commission a fait plusieurs grands projets, je crois qu'il y en a 5, sur des substances dangereuses. Parce que les gens qui deviennent malades à leur poste de travail, c'est la réalité toujours. Aujourd'hui, le Parlement, j'espère, je n'ai pas regardé, mais devait adopter par exemple une nouvelle directive, un amendement pour inclure le plomb dans la définition jusqu'à quel niveau, quels sont le niveau d'exposition d'un travailleur au plomb. Et donc, il faut vérifier si, parce qu'on sait très bien que le plomb est dangereux, cancérigène, et surtout très dangereux aussi pour les femmes, notamment les femmes éventuellement enceintes ou qui peut-être seront enceintes. Donc, je crois que c'est un sujet très important sur la protection de la santé et de la sécurité au travail. Pour moi, un grand acquis, c'est la directive sur l'amiante. Bon, on sait que l'amiante a fait des ravages dans tous les États, continue à faire des ravages. On a pris une directive, d'ailleurs, on attend une nouvelle directive d'un autre commissaire sur les bâtiments et la construction. Et donc, protéger mieux les travailleurs sur l'amiante, parce que maintenant, on rénove beaucoup de bâtiments, notamment des bâtiments anciens, et dans beaucoup de bâtiments, il y a l'amiante. Donc, bien sûr, les conditions de travail. Encore une fois, si l'Europe manque de bras, si l'Europe manque de travailleurs, ça veut dire qu'il faut mieux protéger les travailleurs qu'on a. Il ne faut pas rendre les gens malades, et là, je suis très explicite. On ne peut pas demander, et je ne discute pas l'objectif, on ne peut pas demander aux gens de travailler plus longtemps pour des raisons démographiques, pour des raisons de financement de la sécurité sociale des régimes. Je ne discute pas si c'est juste ou pas, je ne veux pas me mêler de ça. Mais on ne peut pas le demander si on n'agit pas de façon très conséquente sur la qualité du travail, sur les conditions de travail, sur la santé au travail. Si quelqu'un voit sa santé ruinée à 56 ans parce qu'effectivement il a subi des conditions de travail impossibles, on ne peut pas lui demander de travailler jusqu'à, je ne sais pas, 67 ans pour citer des pays qui remontent l'âge de la retraite à cet âge-là. Donc je crois qu'il y a un intérêt à modifier les conditions de travail absolument partout, parce que, d'abord, c'est dans l'intérêt de tous, c'est dans l'intérêt des travailleurs, mais c'est à la fois aussi dans l'intérêt de nos sociétés. Bon, sur les plateformes, c'est tout ce qui est le cœur même, c'est cette fameuse présomption. Bon, j'ai dit auparavant, la présomption ne dit pas automatiquement tout le monde est un travailleur, est un salarié. Mais il s'agit de faciliter la définition et la définition effectivement à quelle catégorie cette personne appartient. Est-ce que c'est un salarié, doit être classé comme salarié, ou est-ce qu'effectivement cette personne est un indépendant? Donc c'est ça, et c'est cela qui est débattu avec les critères. Est-ce qu'il faut des critères européens, ce qu'avait proposé la Commission? Maintenant, on est revenu là-dessus, on dit, bon, ok, c'est des critères nationaux. Et il y a des États qui ont peur encore davantage que finalement leur système soit mis en cause par l'application de la présomption, puisqu'ils ont créé une sorte de troisième catégorie sans trop le dire, parce qu'il n'y a pas de définition claire du salarié ou du travailleur. Donc c'est un débat très difficile à ce niveau. Mais important, parce que comme le statut entraîne les droits. Si vous avez un statut de salarié, vous avez des droits. Si vous avez un statut d'indépendant, vous n'avez pas exactement les mêmes droits. Donc il y a un débat très, très ponctuel et très ciblé sur ces... divisé en deux, je ne suis pas très pour. Je crois que c'est un tout.
c'est à la fois le statut et la protection algorithmique. Et bon, sur les droits du chômage, moi, je viens d'un pays où il y a beaucoup de frontaliers. J'ai beaucoup discuté avec les frontaliers. Et paradoxalement, les frontaliers étaient contre une régulation européenne. Donc, ils m'ont toujours dit, moi, je préfère aller, à l'époque, ça s'appelait Pôle emploi, maintenant, ça s'appelle France Travail, je crois. Je préfère aller là parce que je connais, je parle la langue, et je ne veux pas aller en Allemagne, être reclassé, etc. Donc, il y a un sujet. Donc, ce n'est pas uniquement... il y a aussi des frontaliers, notamment, qui veulent... Bon, vous citez un autre cas, c'est quand je déménage et je vais dans un autre pays, normalement, j'ai le droit de garder mes droits au chômage pendant 3 mois. Ça devrait être consolidé. Maintenant, le problème, c'est que parfois, on accuse l'Europe d'être compliquée, d'imposer des charges administratives qui sont, en fait, des charges administratives imposées par les États membres. Et donc, moi, je dis, si je déménage et je vais ailleurs, pour des raisons qui correspondent tout à fait à mes droits, c'est aux États membres de faciliter, de simplifier les charges administratives. Ce n'est pas la Commission qui contrôle, qui bouge d'un pays A au pays B, c'est aux États membres, et là, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur le Président, il faut être très subsidiaire, c'est aux États membres de simplifier les charges administratives. Merci beaucoup. On continue avec Corinne Ferré. Merci, Monsieur le Président. Je suis donc sénatrice du Calvados et membre de la Commission des affaires sociales. Et je voulais vous interroger sur, je dirais, un autre sujet, mais qui nous impacte tous, qui est celui du changement climatique. Lequel changement climatique a un fort impact sur les conditions de travail des Européens. Et je voulais savoir quels seraient les chantiers de la Commission européenne pour amener une évolution des droits du travail au sein de l'Union européenne, afin de garantir le respect des droits fondamentaux des travailleurs, notamment celui d'exercer leur activité professionnelle dans des conditions qui ne soient pas dommageables à leur santé, et également dans le respect du droit de chacun à accéder à un emploi. Merci. Alors, j'ai Olivier Jacquin, qui se prépare Marta Tsidrac. On va faire les 4 qui restent. D'accord. Oui, tous. Je tiens à remercier les présidents car je suis un intrus ici. Je suis de la Commission du développement durable et je suis en même temps sénateur de Meurthe-et-Moselle et donc voisin de Nicolas Schmitt. On se connaît bien maintenant et j'ai été amené à travailler sur les travailleurs de plateforme par le biais de la loi d'orientation des mobilités dans laquelle il y avait 3 articles sur le sujet. Je me suis passionné sur cette question et déposé plusieurs PPL, dont la première en Europe qui parlait de requalification avant même l'Espagne, qui avait été déposée le 4 mars 2021, pile poil 1 an après l'arrêt de la Cour de cassation fameux du 4 mars 2020, qui parlait des indépendants fictifs s'agissant de travailleurs de plateforme. Moi, je tiens vraiment à saluer ton travail, particulièrement sur le salaire minimum et les tentatives sur les travailleurs de plateforme en cours. C'est l'Europe qu'on aime, c'est l'Europe au secours des travailleurs de plateforme, c'est l'Europe sociale. Je tiens à dire à ma collègue Frédérique Puissat que sur l'ubérisation, par exemple, à Paris, on a une sociologue, Laetitia Lablanc, qui travaille précisément là-dessus. Elle estime qu'actuellement, chez les livreurs à vélo, il y a 90% de travailleurs en situation irrégulière, soit qu'ils utilisent un faux compte pour se connecter, soit qu'ils n'ont pas les papiers d'identité et les cartes de travail satisfaisantes, avec des rémunérations qui atteignent 5 € de l'heure, voire moins en finale, après rémunération du sous-traitant illégal, loueur de compte. Je voulais poser une question unique, mais tu y as déjà parfaitement répondu, à savoir quel type de plateforme serait menacé. Je tiens à préciser aussi à ma collègue Frédérique Puissat que Just Eat vient d'annoncer en France qu'elle renonçait à salarier des livreurs à vélo. En septembre, elle aura licencié tout le monde parce qu'elle est en distorsion de concurrence par rapport aux plateformes qui travaillent dans ces situations d'illégalité. Donc ma question unique, Nicolas, pour ne pas abuser du temps de tout le monde, c'est l'impact éventuel d'une dérogation qui serait donnée à la France. On sait que la France est le plus grand obstacle actuellement à ton projet de directive. Jusqu'où peut-on aller dans le cadre d'une Union européenne, pour admettre que certains pays
traitent la question de manière différente. Et donc la France, tu l'as dit, elle cherche à imposer un tiers statut. Je vous remercie beaucoup et vous remercie encore. Et oui, On passera le massage à Frédérique Puissat. Alors, maintenant, la parole à Marta de Zidrac. Merci, messieurs les présidents. Monsieur le commissaire, vous avez évoqué dans vos propos les NEET. En France, parce que vous sembliez ne pas tout à fait être sûr si nous en avons en France, nous en avons évidemment. Non, je sais très vous bien vous en doutez bien, on n'est pas loin de 1 hein. million de NEET aujourd'hui en France, qui sont des jeunes de 16 à 25 ans et qui sont souvent accompagnés par un réseau de missions locales dans nos territoires. Ma question va porter sur les jeunes justement et l'Europe. Il se trouve que les missions locales parfois font appel également à l'Europe à travers les dispositifs d'Erasmus++, qui sont des dispositifs et des mesures qui existent au bénéfice de ces jeunes et qui sont souvent portés, là encore, dans les territoires qui en ont par des centres d'Europe direct ou des maisons de l'Europe, en fait, que l'on peut avoir partout en Europe. En revanche, ce qui est très compliqué d'un point de vue opérationnel, c'est comment faire bénéficier plus aisément le plus grand nombre de nos jeunes dans nos territoires, qu'ils soient NEET ou pas NEET d'ailleurs, à des dispositifs d'échange, de formation et de travail entre Européens, parce qu'aujourd'hui, tous ces dispositifs existent, mais je vous assure, quand vous devez remplir un dossier qui concurrence un livre de la Pléiade, par moment, c'est très décourageant. Donc tout le monde se gargarise de simplification, mais l'Europe ferait bien aussi de simplifier un tout petit peu les démarches des territoires dans ce but-là. Donc j'aimerais bien que vous nous rassuriez là-dessus et peut-être même nous donner des pistes de réflexion. Merci. Okay. Bien. Merci beaucoup pour ces dernières questions. Sur le changement climatique, effectivement, ça transforme beaucoup de métiers parce que, notamment les grandes chaleurs. Hein. Et on a, vous savez, une agence qui s'appelle OSHA, donc c'est l'agence à Bilbao qui s'occupe de la sécurité de la santé au travail et elle émet un certain nombre de recommandations de lignes directrices sur des problèmes comme par exemple le travail lors des grandes chaleurs. Donc voilà un aspect qui est devenu beaucoup plus réel, même dans les parties plus du nord septentrional de l'Europe, parce qu'avant c'était plutôt le sud, mais maintenant aussi les grandes chaleurs, ça affecte aussi les... Donc voilà comment on opère avec des lignes directrices en s'adaptant aux contraintes, notamment du changement climatique. Ça, la construction, mais l'agriculture, si vous êtes du Calvados, donc la viticulture, je crois, non, pas du tout. Voilà. Ouais, vous travaillez avec les raisins des autres. Hein. Vous fabriquez surtout du cognac, non? Ah non, c'est chez moi plutôt. Plus chez vous. Okay. Plutôt, oui. Ah, les pommes. Oui, c'est la Normandie. Oui, c'est la cidre. J'ai confondu. Ouais. Donc, tout ce qui est agriculture et les fruits, etc. Donc, je crois qu'il y a un besoin aussi, notamment de couvrir des secteurs comme l'agriculture par ces lignes directrices pour protéger les travailleurs. Donc, ça, c'est ce que l'Europe peut contribuer. Après, c'est bien sûr l'application sur le terrain. Et ça, c'est encore une fois au niveau des États membres que ça doit être fait. Oui, j'ai confondu cognac. Voilà. Sur la question sur la mobilité, les jeunes, bon, l'Europe a beaucoup d'initiatives, notamment de mobilité des jeunes, avec un projet comme ALMA qui permet à des jeunes sans qualification, etc., aussi d'avoir une expérience de travail à l'extérieur, dans un autre pays. Moi, j'avoue, je n'ai jamais vu les documents qu'il faut remplir. J'ai vu des jeunes qui l'ont fait, ils ne m'ont pas parlé de ça, mais probablement c'est juste, ils avaient quelqu'un qui a rempli les papiers pour eux. Je crois que c'est un des grands sujets en général. J'ai dit, c'est le sujet à la fois au niveau national, mais c'est aussi le sujet au niveau européen. Je prends votre remarque et je vais m'intéresser à toute la production de papier et de remplir des dossiers pour
avoir ça. C'est la même chose vaut pour Erasmus. D'ailleurs, on veut beaucoup promouvoir maintenant Erasmus, non seulement pour les étudiants, puisque là, ça semble marcher, ils y arrivent donc probablement mieux à remplir, mais surtout pour les apprentis. Donc la mobilité pour les apprentis, d'ailleurs, il y a un ancien député, ancien ministre français qui s'investit beaucoup là-dedans, et donc on soutient beaucoup cette mobilité des jeunes à ce niveau. Sur les jeunes, sur les NEETs, je crois que c'est un chantier qu'il faut vraiment développer, et c'est à la fois les méthodes de formation, de requalification. On ne va pas arriver des jeunes qui ont quitté l'école pour quelque raison que ce soit, souvent pour des raisons personnelles, etc. On ne va pas automatiquement les renvoyer dans une classe. Donc il faut trouver des méthodes, il faut peut-être développer l'apprentissage pour ces jeunes-là, il faut trouver les bonnes méthodes pour leur donner une formation qui leur permet après l'insertion sur le marché du travail. Et ça, il est vrai, l'Europe a, puisque s'il y a dans le Fonds social, vous m'avez demandé, il y a même une obligation d'investir au moins, si je me rappelle bien, 7% des fonds qui sont alloués aux États membres, minimum, mais au-delà d'un certain seuil, ça va autour de 12, je crois, dans l'emploi des jeunes, et notamment avec une concentration sur les NEETs. Et là, il est clair aussi, et ça c'est un autre aspect, il faut travailler avec les territoires, il faut travailler là où les jeunes sont, il faut essayer de à la fois organiser des formations. Moi, je connais bien l'école La Deuxième Chance, par exemple. Il faut promouvoir des méthodes de rattrapage de ces jeunes pour qu'ils retrouvent le goût aussi d'apprendre un métier, d'apprendre un métier pour effectivement s'insérer. Donc, je crois que ça, c'est absolument important parce que là, s'il y a 1 million de jeunes qui sont en dehors, ce sont les jeunes dont l'économie aurait besoin. Donc, il faut bien sûr les former, il faut leur donner le goût du travail aussi, l'intérêt, pour après les insérer dans un emploi correct et non pas précaire. Parce que ça, c'est l'autre aspect. Trop de jeunes ont fait l'expérience d'emplois précaires. C'est effectivement les plateformes, mais pas uniquement, mais ça peut être le cas. Donc, je crois que c'est un grand chantier. Mon dernière remarque, c'est effectivement les plateformes et l'emploi de personnes qui sont, par exemple, qui ne sont pas régularisées, qui n'ont pas normalement une autorisation de travail. La directive qui est en discussion a aussi un volet sur les intermédiaires, parce qu'il y a une pratique de plus en plus fréquente d'utiliser des intermédiaires. Donc la plateforme, elle se décharge de tout. On crée une sorte d'intermédiaire, et c'est l'intermédiaire qui est en relation. Et là, il y a des dispositions pour encadrer aussi les intermédiaires et arriver aussi à une reclassification quand il s'agit d'intermédiaires. Voilà. Et je m'excuse encore une fois pour avoir confondu le Calvados et le cognac. Impardonnable. Impardonnable. Les deux sont bons, mais c'est important. Et en tous les cas, pour les deux, à consommer avec modération. Tout à fait. C'est aussi une question de santé au travail. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, pour vos réponses précises et intéressantes qui nous amènent à continuer ces travaux sur l'Europe sociale et qui nous éclairent. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation et l'échange. Bon retour. Très intéressant. Merci beaucoup. Vous partez à Strasbourg. Strasbourg. Ouais. Merci.